Mais oui, Buffalo, c'est mieux que la pub, carrément, Youyou, tu as raison. Bonjour à tous et bienvenue. Moi, c'est Laurent Beignet, un des rédacteurs en chef de 20 minutes, et puis le papa du projet 20 minutes avec Romain. Nous avons derrière l'ordinateur, vous l'entendrez peut-être si elle parle fort, Hélène. Je sais que vous la réclamiez depuis très longtemps. C'est elle qui réalise l'émission aujourd'hui, on est ravis. Et puis moi, j'ai deux invités à vous présenter. On va passer une heure ensemble, on est ravis. On va parler d'art, vous l'avez vu si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux ce qu'on racontait. On va parler d'art, de street art d'un côté avec toi, Sébastien. Sébastien Rouby, tu as fondé streetlab.io, c'est ça? Exactement, et ravi d'être ici. Ouais, ravi de t'accueillir. Et on va parler d'art plutôt généraliste, multivertical. Multivertical, j'aime L'art bien pour l'idée. tous. Avec toi, Alexandre Vanouchi, qui a cofondé les Art House, c'est ça? Cofonder les Art House ou confonder sa retransition dans le Web 3, parce que c'est qu'une affaire de transition in fine. D'accord. On aura l'occasion d'y revenir, mais on va ça a parler tout de changé. ça. Super. Vous avez Romain qui est dans le chat, mais qui doit être en train de faire plein d'autres choses. Vous avez aussi You, Mathuru, je sais pas, j'ai pas vu toutes les personnes qui s'étaient connectées, mais bienvenue à vous, merci beaucoup. Si l'un d'entre vous peut me donner le résultat du match, parce que j'ai pas pu voir, il me semblait que c'est parti sur des pénaltys, je serais ravi de le découvrir dans le chat et de savoir si ma team Sorare a performé. Et, et pour le reste, je vous propose de nous lancer directement. Ah oui, évidemment, je vous le dis, hein, il y aura un quiz tout à l'heure. Et ça va être un quiz beaucoup plus difficile que d'habitude, parce que j'avais envie de corser un petit peu les choses. Donc, soyez attentifs, commencez à vous poser des questions sur le street art. On va parler de street art dans ce quiz, et ça nous donne une transition toute trouvée vers toi, Sébastien. Oui. Donc, tu as cofondé streetlab.io. C'était il y a combien de temps? Écoute, le projet a commencé, on a commencé à travailler sur le projet avec mes deux autres cofondateurs il y a il y a un peu plus d'un an. Il y a un peu plus d'un an, la jeunesse du projet, c'est un début début 2021 en tant que collectionneur NFT. Une découverte de ce concept qui m'était complètement étranger avant début de l'année 2021 et un premier pas dans ce monde dans le monde des collectibles avec la plateforme VV. Oui. Qui avait des licences de super-héros notamment, ouais, et tout ça. Qui fait des grosses licences, qui a du Marvel, qui a du Disney, qui a introduit le concept de collectible. Enfin, c'était pas les premiers, mais ils ont vraiment pris une certaine ampleur. C'est ce qui m'a fait découvrir le monde des NFT. Et puis après, ouverture sur d'autres aspects, notamment le milieu de l'art dans les NFT, découverte de plateformes beaucoup plus ouvertes que VV, OpenSea et consorts qu'on connaît bien, et une volonté, après quelques mois passés à collectionner, à acheter, à vendre, à expliquer autour de moi ce que c'était, à lire beaucoup, une volonté de passer côté porteur de projet. Ouais. Et un premier coup de fil à un ami, Alexis, un des cofondateurs, un des deux autres cofondateurs. Alexis Detteville. Voilà, il me semble avoir vu son nom. Exactement. Un ami de longue date? Un ami de longue date, je suis même son témoin de mariage. On a fait l'école de commerce ensemble. Qui, lui, a fait ses jambes chez Google, qui a aussi fait une première aventure entrepreneuriale, qui comprenait le concept de la blockchain, à qui j'explique les NFT, à qui je montre les NFT, parce que je pense, et on est beaucoup à être d'accord que il n'y a pas meilleure explication que de mettre dans les mains de quelqu'un un NFT, de le faire jouer avec, de lui faire comprendre que c'est vendable, échangeable, collectionnable, etc. Et lui aussi, très vite, une fois qu'il saisit le concept, il se lance dedans à corps perdu, il lit beaucoup, il comprend, et on se rejoint sur l'idée de construire un projet, de passer côté porteur de projet. Julien nous rejoint très vite aussi, Julien qui a la casquette technique. Exactement, le CTO du projet. Alexis et Julien travaillaient aussi, on avait travaillé par le passé ensemble sur une aventure entrepreneuriale dans la surtech. Donc ils se connaissaient bien, ils savaient travailler ensemble, et on a appris à travailler à trois. D'abord une volonté pour expérimenter, pour mettre les mains dedans, de trouver un artiste, d'adresser un marché où on regarde en fait le marché des NFT, on regarde le marché de l'art dans les NFT, on se dit qu'il y a un courant artistique qui est peu représenté, qui est le street art, et qui est un courant artistique qui nous parle. C'est
quelque chose. On n'est pas des experts de l'art, on n'a pas fait histoire de l'art, on n'est pas des habitués de galeries dans le monde physique, on n'est pas des experts de ce milieu, mais il y a un mouvement artistique qui nous parle, qu'on a expérimenté dans nos vies, qu'on expérimente tous les jours, qui est le street art, sur lequel on a des petites références, et on se dit, c'est bizarre, enfin c'est bizarre ou pas, mais on fait le constat que c'est pas un mouvement qui est très représenté dans le milieu des NFT à l'époque. Je pense que c'est encore toujours le cas. Et donc on contacte plusieurs artistes qu'on connaissait, dont un avec qui on avait à cœur de discuter de ce projet, en tout cas du concept de NFT. Un street artiste qui s'appelle Yeska, qui est mexicain, c'est ça, exactement, de Oaxaca, et qui lui a qui a dans son art, dans sa carrière, toujours porté des messages très militants. Il a pris part à plusieurs revendications sociales dans son pays. Et de manière très naïve, on lui envoie un DM sur Instagram pour lui demander si il connaît le concept des NFT et s'il y a déjà réfléchi. Là, on est en octobre 2021. Et il nous dit qu'il a entendu parler de ce concept-là, il a entendu parler de ces 3 lettres, mais qu'il ne l'a jamais trop creusé et qu'il serait vraiment content de pouvoir juste discuter de ce sujet-là. Donc vous avez l'artiste, vous êtes 3 potes à ce stade, l'un qui a des compétences techniques, 2 qui ont un appétit pour l'aventure entrepreneuriale, ou même les 3. Les 3, ouais. Et vous avez cette rencontre avec un artiste, mais vous n'avez pas finalement le projet de faire une plateforme dès ce stade-là. Non, vraiment pas. On est sur un projet de se dire, on veut comprendre, on veut faire. C'était vraiment ça. On veut faire quelque chose. Et du coup, en discutant avec Yeska, on arrive avec une idée qui est faisons une collection de NFT, sans savoir si on allait faire une collection de 1 pièce, de 10 pièces, de 10 000 pièces, comme c'était la mode à l'époque. On veut faire quelque chose. Et en fait, on veut créer cette discussion ouverte avec un artiste pour échanger, essayer de communiquer, de transmettre ce qu'on a compris de ce milieu-là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et donc un call par semaine en semi-espagnol, semi-anglais, en essayant de se débrouiller pour essayer de faire passer nos idées, de comprendre un peu ce que lui comprenait et avait envie de faire. On passe de 1 call par semaine à 2 calls par semaine, à s'appeler tous les jours et à être vraiment dans des discussions passionnantes et très animées sur comment faire, que faire. Et du coup, en échangeant avec lui, on prend aussi du temps pour naviguer dans l'espace NFT, mais aussi naviguer dans l'espace street art. Aller voir des galeries, aller voir d'autres artistes, aller voir des musées et expliquer en fait ce qu'on fait nous avec Yeska, avoir des retours d'autres artistes pour avoir un maximum d'échanges possibles. Et très vite, on se rend compte que ce qu'on est en train de faire en fait avec Yeska, il y a beaucoup d'autres artistes qui nous demandent de faire la même chose, c'est-à-dire d'expliquer, de passer du temps pour échanger, expliquer, prendre des idées, montrer ce qui existe sur le marché. Et des galeries également qui nous disent en fait nous on a des artistes, on aimerait aussi les rediriger parce que ces mots-là NFT, Web3, digital art, crypto art, ça anime. Il y avait des gros titres aussi à l'époque, un peu moins maintenant, mais il y a une époque où les gens en parlaient beaucoup et ils cherchaient des personnes qui étaient capables de répondre à des questions pour expliquer, vulgariser. Et on se rend compte que le chemin qu'on est en train de faire avec Yeska, en fait il pourrait bénéficier à d'autres. Et c'est là où on se dit que partant de ce principe-là, la première réflexion qui est, il y a un mouvement artistique sur lequel nous, on aimerait être acteurs et on aimerait participer à le rendre plus visible dans l'espace Web3, on se rend compte que la petite bulle qu'on est en train de créer autour de nous, il y a des gens qui demandent à ce qu'on les accompagne aussi sur les faire entrer dans le monde du Web3. Et donc, assez naturellement, en fait, on se dit, cette première collection, cette première étape avec Yeska, ça pourrait être non pas une finalité de faire une collection avec cet artiste-là, mais un point de départ à tout un projet qui pourrait être d'amener le street art et demain la street culture, on aimerait aller vers ça, mais amener ce courant artistique dans le Web3, et c'est là qu'est née l'idée de faire une plateforme dédiée au street art, une plateforme NFT dédiée au street art, avec un parallèle qui existe et qui est facile à comprendre pour ceux qui connaissent un petit peu l'espace NFT, qui est de dire que notre première étape, c'est de faire le Artblocks dédié au street art, c'est-à-dire prendre... Alors Artblocks, c'est la plateforme qui a popularisé l'art génératif, c'est ça, hein, c'est 2020, fin 2020, et en 2021, on parlait beaucoup d'Artblocks avec des collections qui
qui reposait sur l'algorithme. Je pense que ça doit bien te parler aussi, Alexandre, on en discutera tout à l'heure. Mais ok, donc l'idée, c'est de faire finalement de l'art block du street art. C'est en tout cas une des briques du projet, et c'est celle qu'on a commencé à adresser. On l'a vu, je ne sais pas si vous partagez ça, mais on a eu l'impression de constater que l'art digital a pris différents mouvements artistiques par vague. On a vu la 3D arriver assez tôt dans le milieu du crypto art. On a vu l'art génératif arriver. On a vu la peinture digitale aussi avoir son moment. On a vu la photographie arriver aussi avec des vagues. Et on a l'impression que le street art ou la street culture est en train d'arriver. Et on a envie d'être acteur pour structurer et accompagner ces artistes dans leur immersion dans le Web3. Je regarde le chat en même temps que je t'écoute parce que You nous dit directement, oui, c'était pas forcément simple sans doute à l'époque de parler de NFT aux street artistes qui ils voyaient peut-être rien de plus qu'une mode. On était en plein bull run, c'était des mots qu'on utilisait un peu à tort et à travers. Toi, la réception, avec tes associés, quand tu commences à approcher, alors on a compris que tu allais au Mexique trouver la perle rare, mais j'imagine qu'en France aussi, tu as dû avoir pas mal de rencontres. La réception était bonne? En fait, c'était hyper important pour nous de vérifier quelle était la réception. Parce qu'une fois qu'on passe de cette idée-là, de se dire on va créer une plateforme NFT dédiée au street art, on se demande, un, s'il y a des collectionneurs intéressés, et deux, s'il y a des artistes intéressés. Et avant de lancer cette collection avec Yeska, qui, du coup, j'y reviendrai, mais va être un peu la collection qui s'appelle aujourd'hui la Street Lab Genesis, qui est la colonne vertébrale de tout le projet, de tout l'écosystème Street Lab, avait pour but de structurer la plateforme. Et pour ça, on avait besoin de valider s'il y avait vraiment un besoin côté artiste et côté collectionneur. Donc on se tourne vers, on cherche quelqu'un pour aller recruter avec nous des artistes avant de lancer cette première collection. Donc on recrute Sonia. Voilà, la quatrième mousquetaire. Exactement, qui fait partie et qui est toujours avec nous dans l'équipe. Et qui, elle, est basée en France, à Marseille, qui, elle, fait un festival autour du street art tous les ans à Cassis, qui a pour but de lever des fonds pour des associations. Donc elle réunit des street artistes, elle les fait peindre sur une thématique pendant un week-end, et à la fin il y a une vente aux enchères, et les bénéfices sont reversés à des associations pour des causes diverses. Et donc elle a un réseau de street artistes, ce qui nous permet de présenter l'idée et d'aller parler à ces street artistes assez facilement. Et on a un retour globalement très positif, pas 100% positif. Il y en a qui ne comprennent pas et n'ont pas envie de comprendre. Il y en a qui ne comprennent pas et qui ont envie de comprendre. Il y en a qui rejettent le sujet, et je pense beaucoup ont été un petit peu pollués par ces gros titres et par des sortes de dérives spéculatives qui ont fait que le mouvement pouvait ne pas être pris au sérieux, en tout cas sous l'angle artistique. Et par contre, la majorité de ceux à qui on a parlé ont eu une curiosité et ont envie d'en parler en fait, et de poser beaucoup de questions. Ça n'a pas donné lieu à des projets à chaque fois ou l'envie de faire une collection, mais à une envie vraiment très majoritaire de comprendre ce que c'était et de du coup regarder ce qui se faisait, d'avoir des exemples. Et c'est vrai que quand on reste sur une discussion très théorique de concept, de qu'est-ce que c'est un NFT, et c'est quoi la propriété digitale, c'est quoi la blockchain, en fait, très vite, je pense qu'on peut se perdre un peu dans ces notions-là. Par contre, quand on montre un projet de Vils, un projet de Pascal Boyard, qu'on montre vraiment graphiquement, quand on montre toute la démarche artistique qui a très souvent lié du physique et du digital, je pense que ça t'est propre aussi, il y a tout de suite quelque chose, cette curiosité et certaines aspérités sur des projets qui font naître en fait du concret. Et c'est là où je pense que les artistes après deviennent plus qu'intéressés, ils commencent à vraiment rentrer dedans, et ça donne lieu à des projets fantastiques. Alors on parle de Vils, on parle de Pascal Boyard, prenez des notes, ça sera utile pour le quiz de tout à l'heure. Avant de passer à toi, Alexandre, parce qu'il y a des passerelles à bâtir entre vos deux projets et vos deux aventures, moi j'ai besoin de savoir et de pouvoir expliquer avec mes mots ce qu'est Street Lab aujourd'hui.
ce qu'on y trouve. Nous, on le sait un petit peu avec Romain, on est allé acheter un NFT chez vous. Donc on a pu voir un petit peu ce qui s'y passe. Comment tu décris aujourd'hui Streetlab? On a vu ce cheminement que tu décris très très bien, mais aujourd'hui, cette plateforme, elle fait quoi? Ok, donc pour le répéter, ce qui définit le mieux la meilleure synthèse que je peux faire de la plateforme actuelle, c'est de dire que streetlab.io, c'est le Artblocks de la street culture et principalement à l'heure actuelle du street art. Et c'est-à-dire qu'on est une sorte de galerie digitale où on opère déjà une curation d'artistes. On va voir des artistes, on a des artistes qui viennent nous voir, on en fait une sélection. Aujourd'hui, la sélection, elle est faite par l'équipe Streetlab. Notamment Sonia. Avec nous, les cofondateurs. Et demain, on a envie de faire participer la communauté à la curation. On donc choisit des artistes, on les accompagne de bout en bout dans l'élaboration de leur collection. Ça peut aller depuis la phase de l'idéation jusqu'à une phase de drop, de mise en vente sur la plateforme des NFT. On est spécialisé et on se concentre uniquement sur le marché premier. Donc une fois que ces collections sont faites, que toute la partie technique de smart contract, de page de mint, tout ça, une fois que c'est fait, il y a une communication qui est mise en place, une campagne de communication jusqu'à un jour de drop. Le jour du drop, les gens vont mint sur la plateforme streetlab.io et à partir du lendemain, ou dès que le drop est terminé, les collections continuent leur vie sur des plateformes de marché secondaire, type OpenSea et compagnie. Mais nous, on reste sur le marché premier. L'exemple la métaphore continue de bien marcher jusqu'à il n'y a pas longtemps pour Artblocks qui faisait uniquement du marché premier. Ils se sont mis récemment à faire du marché secondaire, mais nous, on continue de s'arrêter au marché premier. Quand on est chez vous, on constate que vous ne faites pas énormément de drop et on constate aussi que vous faites des sold out à chaque fois. C'est j'imagine un travail en amont de constitution de communauté, de présentation de l'artiste, etc., qui ne transparaît pas d'ailleurs forcément sur le site, mais qu'on doit retrouver, je pense, sur le Discord. Je ne suis pas allé voir votre Discord. Effectivement, on a une attention particulière à cette curation, à la sélection des artistes, à le rythme et à la fréquence des drops qu'on fait. Si je refais un petit historique rapide, le 2 juin, on drop la collection dont je parlais tout à l'heure avec ISK, donc la Streetlab Genesis. C'est une collection qui fait 4444 pièces et qui joue le rôle de passe de collectionneur pour tout l'écosystème Streetlab. C'est-à-dire que les détenteurs des Streetlab Genesis, ils ont des accès privilégiés sur tous les drops qui ont lieu sur la plateforme. C'est la utility principale de cette collection de Genesis. Donc celle-là, on la sell out dans un contexte de marché assez difficile. On est le 2 juin, il y a eu une belle turbulence sur le mois de mai, on est sur un prix de l'Ether qui est très bas. On avait postpone une première fois la date de drop qui était normalement prévue pour mi-mai. On y va en se disant, on a l'impression qu'il y a une communauté qui est solide, on a l'impression que cette idée de faire le Artblocks du street art, elle a une résonance. On a du coup validé en amont qu'il y avait des artistes, puisque à l'époque on avait 20 artistes qui voulaient faire des drops sur Streetlab, 20 street artistes. Donc on avait l'impression qu'on avait et les artistes et les collectionneurs. On se dit, on fait ce drop parce qu'on a besoin de valider qu'il y a un besoin et une demande. On sell out cette collection en 2h30. En 2h30. En 2h30, c'était assez impressionnant. Vous les vendiez combien On a vendu à 0,07 Ether en mint et on fait 1000 Ethers de volume au marché secondaire en 2 semaines. Ah oui. Donc on ne s'attendait pas à faire ces scores-là. On est hyper content d'avoir, parce que il y a 9 mois de boulot en amont et du coup, comme à chaque fois, le drop, l'ouverture d'un mint, le juge de paix de est-ce que ça va marcher ou pas. Donc on te demande direct si vous prenez des royalties sur le marché secondaire, j'imagine que oui. Le business model, il est sur un split entre nous et les artistes sur le marché premier et sur le marché secondaire. Comme le dit Serfine, il ne se rémunère pas avec des cacahuètes. Bah oui, c'est vrai. Pas encore, ouais. Donc ok, il y a ce trésor de guerre, il y a cette communauté qui est constituée, des gens qui, ayant le pass, vont être des acheteurs prioritaires pour les nouveaux drops. Exactement. Il n'empêche qu'il faut quand même les convaincre de remettre la main au porte-monnaie derrière. Voilà, et donc on veut très vite du coup actionner les street artistes qui sont
qui ont rejoint le projet et qui veulent faire ces drops sur Streetlab. Donc 3 semaines après le drop de la Genesis, on fait un premier drop de street artist, One Truth, 2 frères suisses, une collection de 500 pièces qui constitue pour eux aussi une sorte de Genesis pour toute l'aventure Web3 que veulent entamer ces 2 street artistes. Un sell-out encore en 2 heures et quelques minutes après avoir ouvert au public, on sell-out la totalité des pièces. Une deuxième validation. Et ainsi de suite. Et un multi-drop en août où on a 11 collections qui drop en même temps, cette fois-ci avec un mode de vente aux enchères, des modes de drop classiques, tout mélangé, pareil sur la plateforme streetlab.io. On sell-out tout en plusieurs jours cette fois, mais on finit par tout vendre. Et le dernier drop, il y a quelques semaines en novembre, avec Terry Urban, un street artiste basé à Los Angeles, où on fait une collection plus importante, là, 2222 pièces, à 0,09 Ether. C'est out en quelques heures aussi. On en a acheté un. Cool. Bon, Sébastien Rouby, un homme heureux, vous l'avez compris, sold out dans tous les sens. Bravo. Monsieur Sellout. Monsieur Sellout, c'est pas mal. Je pourrais mettre ça sur la casquette. Mais un autre homme heureux à ma droite, Hélène. Flex sur les appuis, on va changer le cadrage, hop. Et on va se tourner vers Alexandre de Lézard House. Alexandre qui est arrivé de Barcelone, non, tu n'es pas arrivé ce matin. Mais je dramatise un petit peu. On pourrait le faire croire. Je suis venu juste pour le live, juste pour vous, mais ce qui est aussi le cas. Parce que Lézard House est basé à Barcelone. C'est ça. Alors moi, j'ai lu que c'était le bras barcelonais de Pirates Lab. C'est quoi vos liens avec Pirates Lab? Je vous rappelle qu'on avait accueilli Bilal, elle a mis il y a pas tant de temps que ça ici. Et puis surtout, c'est nos voisins, puisqu'ils sont aussi à Levallois. Quelques voisins. J'ai failli choper froid en arrivant. 500 mètres à faire, donc j'ai survécu. Mais... C'est vrai qu'on devrait aller enregistrer les émissions chez vous. Les locaux sont plus grands et plus chaleureux qu'ici, où je dois mettre ma petite liquette, vous l'aurez remarqué, parce qu'il fait un petit peu froid. Donc oui, tu es installé à Barcelone, mais vous êtes lié à Pirates Lab. Tout à fait. En fait, les House, c'est, on va dire, la refonte Web3 d'un studio créatif qui étudie comment la technologie peut être mise au service des processus créatifs et des artistes et construire des expériences autour de l'art. Donc la transition Web3, parce que bien entendu, dans le contexte, et Sébastien, ça transparaissait dans ta présentation, on a vécu un printemps créatif, l'arrivée par vague de nouveaux styles, de nouveaux genres, d'énormément de nouveaux artistes, d'artistes qui ne pouvaient pas exister avant par manque de moyens de distribution, des artistes qui ont fait le pas. Et la créativité, le sucre appelant le sucre, la créativité a engendré un peu la créativité. Donc, moi, j'ai rejoint Jacques, qui est le créateur de Lézard dans sa version Web 2, Web 1, Web -4. Donc, c'était quoi? C'était une plateforme C'était pas une plateforme, c'était un studio créatif. Ah, c'était un studio créatif. Voilà, dédié à faire de la R&D créative, donc recherche conceptuelle, mise en application, itération avec des tech makers, pour bien sûr faire le lien entre la création digitale et physique. C'est-à-dire qu'on va toujours, nous, étudier comment transposer une création ou un processus créatif dans le vrai monde. On voit aujourd'hui, avec l'évolution du marché, la demande et aussi la limite, le plafond de verre de l'adoption, qu'on a besoin de créer du sens et donc faire une résonance dans le monde physique pour les futurs adopteurs de NFT. En fait, utiliser les NFT comme un médium et non comme une finalité. Donc c'est pour ça que sur notre site, vous verrez au minimum marqué NFT. On utilise ça vraiment comme un outil. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est central dans notre modèle. Et pourtant, vous en faites. Et pourtant, on en fait, oui. Et comment donc Pirates Labs, le lien, c'est que naturellement, alors c'est un rabbit hole qu'on s'auto-construit, dans lequel on s'auto-engraine avec des amis, souvent une histoire de vieilles connaissances. Bilal, donc du coup, qui a développé Pirates Labs, comme on le sait, donc start-up studio dans le milieu de la blockchain, donc il balaye différents usages de la blockchain. Il manquait le bras Artec. Eh bien, le voilà. Voilà, on est arrivé par le cas d'usage Between Lines, sur lequel on aura sûrement l'occasion de revenir. Ouais. Donc, une œuvre évolutive, un processus créatif, une œuvre et un projet, c'est beaucoup de choses. C'est assez génial, on va vous montrer des images tout à l'heure. Qui pose un modèle en soi, voilà, un modèle autour de ce que peut être la création par la collaboration, en impliquant une communauté Web3 et comment on peut créer de l'art ensemble, en gros, et tous s'amuser tous ensemble. Et du coup, ça a été le cas d'usage par lequel on est rentré. On a ouvert la porte à grands coups de pied du Web3 et on a jump in dans Pirates Labs pour devenir le bras un peu Artec
et développer ces usages. Donc pourquoi Barcelone, lifestyle? Alors ça c'est la raison officieuse, faut pas le dire. Mais, Autant qu'à faire. Ouais. Non, c'est surtout capitale culturelle, capitale de l'art et capitale de la tech. Et on a ouvert une galerie qui complète notre modèle physique, bien entendu, qui complète, on va dire, notre modèle de création sur médiums digitaux pour proposer des expériences dans la vraie vie et rassembler notre écosystème d'artistes. Parce que si j'ai bien compris, ce que peut faire un Pirates Lab en incubant des créateurs d'entreprises, vous le faites avec des artistes. Bah, tu touches du doigt un peu la philosophie. C'est répliqué en quelque sorte dans le milieu créa. Alors moi, on parle beaucoup de création, on ne se limite pas à l'art. Okay. On va toucher à des projets art, bien sûr. On itère avec des artistes quotidiennement, mais aussi des créateurs au sens plus large, des designers. Donc c'est art design, architecture et dans une moindre mesure fashion aussi qu'on développe via des projets R&D et des drops futurs. Donc on va parler de créa au sens large et on réplique ce modèle, bien sûr, d'incubation, mais pas que. Donc on a un creative studio dédié à R&D et on met notre tech et nos ressources, nos savoir-faire, notre expertise. C'est la philosophie de démocratisation de la tech au service des créateurs. On les met au service de créateurs via l'incubateur. Donc on est aussi un incubateur. On est 4 blocs. Un studio créa, un incubateur. Donc pareil, on accompagne des artistes. On voit qu'il y a des nouveaux besoins aujourd'hui. Les artistes créent, les créateurs créent, mais ce n'est pas leur métier de forcément construire sur la durée leurs expériences, pondre une stratégie en lien et en résonance avec la blockchain, le Web3, enfin plutôt l'utilisation des outils Web3, donc tech, blockchain, mais aussi des communautés sur les réseaux. Donc c'est tout un savoir-faire. On ne leur demande pas de faire ça aux artistes. Pour des artistes de tout âge en plus. Je vois que vous avez bossé avec Cassignol. Ouais. Quel âge il a, Cassignol, maintenant? Il doit avoir plus de 80 ans, non? Qui ne se dit pas. Ouais, que même moi, j'ignore, mais en tout cas, un artiste oui, avec une carrière derrière lui. Un des artistes les mieux vendus en France aujourd'hui. Exactement. Dans les salles de vente du monde entier, donc parmi les artistes vivants, on a vendu les... Alors, on parle de prix, mais c'est pour donner les plus chers dans le monde, pour dire que, justement, il y a plusieurs verticales. J'allais dire, il y a plusieurs verticaux, mais non, il y a plusieurs verticales. Il y a bien sûr les natifs digitaux qui même préexistaient avant l'arrivée des NFT. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on reconnaît, et on ne va pas refaire l'éducation à la communauté qui m'a l'air déjà très au fait de sensibiliser au NFT, ce qu'on peut faire avec l'art digital. Mais l'art digital maintenant est reconnu comme un vrai médium, un vrai vecteur de création et de transfert de valeur. Mais les nouveaux artistes utilisant des médiums digitaux pour créer et se lancer en créant des NFT. Donc ça, c'est la première verticale. Ils ont besoin de bâtir des expériences. Et deuxième, c'est un besoin de renouveau ou d'exploration d'artistes contemporains. On va dire artistes qui produisent sur des médiums plutôt traditionnels et qui souhaitent, alors pour certains, et Cassignol a été aussi un deuxième point d'entrée et une deuxième motivation de nous lancer entièrement dans cette économie-là, d'accompagner des créateurs, des artistes qui veulent explorer les nouveaux médiums offerts par le Web3 et les nouveaux médiums de création. C'est-à-dire, au lieu de, et je salue le vrai Flox à qui ça doit arriver, qui nous a rejoints, ou Serfine, ou Usul, etc., au lieu d'avoir nos amis artistes qui viennent nous dire « qu'est-ce que vous pourriez faire faut que tu m'expliques cette histoire de NFT et tout ça », là, il y a une solution avec de l'expertise à tous les niveaux, et puis de l'ambition qui permet de développer de l'art réellement, et pas simplement de surfer, ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, vraiment de penser sa création tout à fait. dans cet écosystème. Alors, chemin faisant, les artistes, on va dire, qu'on va qualifier de traditionnels, artistes contemporains, c'est un peu un gros mot traditionnel, mais pour un peu visualiser, voilà, c'est pas ceux issus du terreau Web3, tech, blockchain. Certains se forment et comprennent qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a des expériences à créer. Ils ne savent pas encore forcément lesquelles, ou en tout cas, ils ont une idée vague, ils peuvent venir avec des spécifications générales. Donc c'est là où on ouvre un peu la boîte de Pandore et il y a beaucoup de choses à faire. Donc créer une expérience de A à Z, ça veut dire l'imaginer, ça veut dire la modéliser, ça veut dire la créer, augmenter. Donc on a une expertise en 3D, en construction d'expériences métaverses, etc. Donc tout ça, on le met au service de ces artistes. Vous dites, c'est des grands concepts, on va être très concret. Oui. Hélène, je ne sais pas si c'est une première dans 20 minutes au carré, notre émission. Est-ce que tu peux lancer cette petite vidéo? Elle va apparaître par ici, je crois.
Voilà. Et du coup, ça va nous permettre de voir très concrètement ce que ça peut donner. Parce que un exemple de comment la technologie peut être mise au service du processus créatif. Et là, en l'occurrence, d'aller au-delà de disciplines artistiques traditionnelles que sont la danse et la sculpture pour créer quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, ça s'appelle Between Lines. Between Lines, avec ou sans jeu de mots. Avec ou sans jeu de mots. Vous devez voir en ce moment même un petit peu du mouvement. Vous devez commencer à comprendre de quoi il retourne. Mais est-ce que tu peux essayer de nous l'expliquer? Parce que c'est quand même un ovni. Alors, on peut l'expliquer sous deux angles différents. L'œuvre en elle-même, donc l'exploration d'une paire de sculptures mouvantes, comme on peut voir, et se dire, tout simplement, créer les ponts entre le digital et le physique, avoir une sculpture physique mouvante, par définition, ce n'est pas possible. Ça serait bien que ça soit possible dans la vraie vie, mais ce n'est pas possible. En revanche, ici, on va utiliser la danse comme art physique. Donc, on a travaillé avec une danseuse chorégraphe. On a créé une danse. Et par apposition d'algorithmes au pluriel et de reconnaissance d'images, on a pu lire les courbes de la danseuse pour générer les paires de vases mouvantes, donc comme une projection de la danse dans un environnement virtuel, pour créer cette œuvre, cette sculpture mouvante. Ça, c'est l'œuvre en elle-même. Je fais une mini pause pour Sébastien qui ne voit pas la vidéo. Imagine-toi 2 vases, et en creux, entre ces 2 vases, se dessine en temps réel la forme d'une femme qui danse. Magnifique. Et non, franchement, incroyable. Et tu as donc un grand nombre potentiel de paires de vases. Tout à fait, parce que la création, on la voit aussi comme une exploration d'une infinité ou d'un maximum de possibilités. Un créateur, dans sa démarche, peut avoir 2 approches. C'est se dire, j'itère, je fais des tests, et je propose à mon public la version qui me parle le plus, la version qui transcrit mes émotions, le message que je veux faire passer. Ou il peut y avoir aussi l'approche inverse, se dire, proposer à une communauté l'ensemble des possibilités. Et c'est là tout l'intérêt du mouvement de l'art dans le Web 3, c'est d'impliquer une communauté en disant, voilà l'ensemble des possibilités, à vous de choisir celle que vous proposez. C'est là où on switch de l'œuvre en elle-même, qui peut être innovant d'un point de vue technologie et d'un point de vue créatif, au projet lui-même, qui est dans sa finalité une collection de NFT, où les acquéreurs peuvent choisir l'arrêt sur image de la danse, donc la paire de sculptures mouvantes qu'ils préfèrent, donc les formes qui vont leur parler. Il y a 10 000 interprétations possibles et on la laisse libre à l'interprétation des futurs acquéreurs. Et l'utilité, ça va être, j'obtiens un modèle 3D. Donc grâce au NFT, l'art, ça peut être un modèle 3D. Et l'utilité, ça va être que on veut aller dans le monde physique et proposer une matérialisation par de la technologie hardware, physique, manufacture, en l'occurrence ici l'impression 3D. On pourra y revenir, mais c'est on va y revenir parce que je trouve ça complètement dingue. En fait, potentiel infini. On s'achète un NFT, mécanique de drop régulier. Vous vous renseignerez si vous voulez en acheter, je vous encourage à le faire, c'est très très chouette. On obtient ce NFT qu'on peut transformer, enfin on garde le NFT, mais on peut en plus le décliner en version physique. Exactement. À exposer chez soi, si on a les moyens de le faire, grâce à un réseau d'impression 3D que vous avez choisi spécifiquement. Tout à fait, et qui est en fait natif à l'écosystème du studio créatif. C'est là où on refait le lien avec ce qu'on est de nature. Un studio créatif qui travaille avec un ensemble de réseaux d'experts, donc experts en software de création, donc digital, mais en même temps de fabricants qui utilisent des techniques à la pointe de l'épée. Donc là, on parle d'impression 3D, mais c'est pas une impression 3D entre guillemets du coin de la rue. Là, on a c'est vraiment de la R&D. Le projet, c'est pour sortir les 3 premières matières possibles en impression. Il y en aura 10 in fine. C'est là la partie évolutivité sur laquelle je reviendrai plus tard et qui est en fait constitutive de notre modèle au sens large. Mais Between Lines, c'est un bon exemple d'une bonne matérialisation de notre modèle. Les 3 premières matières qu'on propose à l'impression sont des matières totalement innovantes qui ne sont pas utilisées aujourd'hui par les artistes. C'est des matières où il y a des premiers tests. Donc les carnets de commandes chez les imprimeurs 3D viennent de l'industrie, de la construction, du BTP, l'industrie lourde. Et c'est quoi ces matières? En tout cas, j'ai bien compris qu'on n'était pas sur du plastique. Il y a du béton. Donc ça, c'est l'œuvre, on va dire, la matière un peu iconique du projet, celle qu'on voit en numéro 1 sur le site. Mais il y a aussi de la céramique et de l'acrylique. En impression 3D. Exactement. En impression 3D, donc il faut imaginer des savants fous derrière, des robots de 4 mètres
des 4 mètres d'envergure, qui impriment voilà, par dépôt de couches. Grâce à alors, c'est là le lien avec le NFT, c'est qu'on a développé un workflow avec nos partenaires pour que leurs robots puissent lire le modèle 3D embed détenu dans le NFT, pour qu'ils puissent l'injecter et imprimer en 3D ce modèle de manière fidèle. Et la partie qui est intéressante, c'est se dire la création justement de la danse qui génère ces paires de vases a été donc sous contrainte parce qu'il fallait respecter les contraintes données, donc de réalisabilité, données par les partenaires pour pouvoir imprimer en physique. D'accord. À savoir des contraintes d'angle, etc. Donc, de la danse ou de la captation de la danse? De la danse. De la danse. La captation de la danse, en fait, il faut voir une matrice de points générée, donc évolutive dans le temps. La danse dure 111 secondes, donc 2775 images, à raison de 25 images par seconde. Donc une danse qui avait 2 contraintes principales, générait 2775 positions uniques, donc toutes différentes, et chacune respectant les contraintes qui nous avaient été données par les partenaires. Et donc là, on arrive vraiment dans le champ de la création sous contrainte, mais qui peut, dans ce cas-là, donner énormément de possibilités et faire le lien voilà, avec une œuvre qui peut être digitale et physique. Donc ça, c'est un cas d'usage. Vous voyez, on vous emmène, on vous gâte, on vous emmène sur des terrains plus poétiques que ces dernières semaines. On sortait d'une séquence où on avait fait pas mal de sujets autour de l'inclusivité et tout ça. On avait envie de vous reparler, vous parler d'art, mais on arrive en parlant d'art aussi à des problématiques très techniques. Je vois qu'il y a un débat entre Serfine et Elven sur l'impression 3D, mort et enterré. Non, pas du tout, nous dit Elven, dans l'industrie. Et toi, ce que tu nous dis aussi, Alexandre, c'est qu'il y a de la recherche et développement dans ce secteur qui ouvre des possibilités. Exactement. Et en fait, nous, notre credo, c'est de se positionner, peut-être parfois en kamikaze, sur... on croit dans le cadre de ce projet, on croit en impression 3D. Et d'ailleurs, le fait de pouvoir développer dans ces 3 premières matières, justement, cette imprémiabilité, donc il faut imaginer 2 ans de tests, de R&D, de prototypage, de prise de tête, pour arriver justement à cette espèce de première démonstration de ce qu'on peut faire grâce à de la technologie, comment augmenter l'expérience artistique. Donc la danse et la sculpture, proposer quelque chose grâce à la technologie. On se rend compte que, eh bien, on peut aller plus loin. Et c'est là où on utilise le NFT comme un médium. Le projet n'est pas seulement une collection NFT qu'il suffit d'acquérir, et même pour usage personnel, à imprimer. C'est que les revenus générés par cette collection est directement réinvestis, en grande partie, dans le développement d'autres matières. Donc l'idée, pour l'impression. Exactement. Toujours dans l'optique de dire, voilà, vous êtes acquéreur d'un NFT, on dissocie les shapes, donc les formes, les modèles 3D, de l'expérience qu'on veut faire de ce modèle 3D. Et c'est là aussi, c'est aussi philosophique comme vision, c'est se dire, vous pouvez expérimenter votre œuvre unique, comme vous le semblez, et comme vous le souhaitez, et comme vous le préférez, en choisissant si vous souhaitez l'imprimer ou non. Il y a une expérience digitale dans le métaverse qu'on construit. Mais vous pouvez aussi l'imprimer grâce à notre réseau de partenaires en physique pour avoir de vrais objets d'art chez vous, à prix sorti d'usine, parce que c'est une promesse du projet. On veut que l'art, bien sûr que la tech soit démocratisée au service des artistes, mais que l'art soit accessible par le commun des mortels dans une galerie d'art. Ce ne serait pas le prix sorti d'usine qui serait proposé pour une œuvre voilà, en impression 3D, une paire de sculptures de cet acabit. J'ai le droit d'en faire un seul exemplaire ou je peux en faire plusieurs? Non, alors c'est là où on est allé assez loin, et c'est d'ailleurs une partie du positionnement de l'ESAR. On distribue sur notre propre plateforme, donc du coup dédiée aux projets digitaux et physiques qui proposent le pont, mais qui font on fait un vrai focus sur les projets qu'on distribue et qu'on crée sur l'IP, c'est-à-dire qu'il y a un vrai modèle légal. La propriété intellectuelle qui est centrale dans le cadre de l'acquisition d'un NFT. Qu'est-ce qu'on acquiert quand on a un NFT? Une grande partie de la réputation un peu sulfureuse des NFT, c'est qu'on a souvent fait la confusion. On n'a pas fait le distinguo entre détenir un NFT et détenir l'œuvre sous-jacente. On a oublié que l'œuvre sous-jacente est protégée par le même régime de la propriété intellectuelle qu'une œuvre classique. Et donc, du coup, on a été, comme c'est en l'occurrence le collectif Behind, donc nous-mêmes, Jacques Lalo, Thomas Binetruy et Bilal, qui sont mes compères dans cette aventure, on a fait une session de droit complète qui nous permet de distribuer via la plateforme
cette collection NFT avec un modèle de licence clair et limpide, transparence totale pour les acquéreurs, pour leur donner, en l'occurrence on était très large, tous les droits sur l'œuvre, c'est-à-dire droit de représentation, mais également de reproduction. Et pour te répondre, c'est justement ce droit de reproduction illimité qui donne la possibilité, en tout cas légale, aux acquéreurs d'imprimer l'œuvre en autant d'exemplaires qu'ils le souhaitent, donc après sortie de l'usine. Voilà. Mais ça aurait pu ne pas être illimité, on aurait pu donner... voilà. Tout est paramétrable. Tout est paramétrable, et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, pour prendre un peu de hauteur sur l'art et les NFT, c'est se dire la définition de comment protéger les artistes d'une part, c'est-à-dire, c'est la responsabilité aussi des plateformes d'éduquer les artistes, c'est-à-dire définissez ce que vous souhaitez céder comme droit, ou en l'occurrence concéder, c'est-à-dire autoriser sous forme de licence, et protéger les collectionneurs pour leur dire, voilà, vous achetez quelque chose sur une plateforme, vous achetez de l'art, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous avez le droit de faire avec. Et ça, c'est fondamental dans notre vision, et c'est aussi générateur de valeur. Voilà. C'est un point qui vous rassemble, parce que je sais qu'avec toi, Sébastien, quand on a acheté chez vous un coup, c'était dans un premier temps pour essayer d'illustrer un des articles, comme on l'a fait aussi avec Bitlambo, comme on l'a fait avec d'autres NFT. Comme on ne savait pas si on avait le droit de le faire, on t'a contacté en amont en disant si on achète ce NFT, est-ce qu'on aurait le droit de l'intégrer dans notre journal en illustration d'un article? Je crois que la réponse était oui. On ne l'a pas mis dedans parce que le sujet qu'on devait faire autour n'est pas sorti. Mais c'est évidemment aussi un point important. Ouais, et c'est beaucoup de questions de la part des artistes. Je ne sais pas si tu le vis aussi, mais c'est beaucoup pour certains d'inquiétude de se dire en fait, on sait que beaucoup de fichiers digitaux sont copiables à l'infini. Le concept de propriété digitale associée à ce médium et les droits qui s'en suivent, c'est un sujet qui est mouvant aussi dans l'espace. Les licences, il y a des nouvelles licences qui sont en train d'être créées pour s'appliquer, être plus à même de répondre aux enjeux du secteur. Et pour les artistes, c'est des préoccupations. Et du coup, je te rejoins complètement sur la nécessité, nous, acteurs, plateformes, d'accompagner, d'expliquer, de montrer les possibles, le champ des possibles, pour les artistes et pour les collectionneurs, parce que ça nécessite d'être clarifié. Ouais. Surtout que dans un domaine, excuse-moi, comme le street art, où on a vu quand même à un moment, je ne sais pas si c'est encore le cas, et je crois que c'est un peu plus encadré maintenant avec des plateformes comme Wallburner, ce genre de choses, mais à un moment, fleurissaient des photos d'œuvres de street art. Je ne suis pas sûr que l'artiste derrière l'œuvre touchait quoi que ce soit sur cette œuvre-là. Écoute, tu mets le doigt sur une des questions qui existent dans le milieu des NFT, en prenant la photo d'une œuvre d'art, donc la photo d'une murale d'un artiste, d'une fresque, d'un graffiti à l'extérieur, qui détient les droits? Est-ce que c'est le photographe, parce que l'œuvre, c'est la photo qui a été prise? Est-ce que c'est le street artiste, parce que c'est lui qui a fait la création originelle qui a été prise en photo derrière? C'est des questions qui ne sont pas totalement tranchées aujourd'hui. Je sais que nous, on a eu un cas de figure, alors pas pour 20 minutes, mais pour 20 minutes. Vous savez que je travaille quand même avant tout pour 20 minutes. On avait illustré le retour des terrasses avec une photo plein pot, voilà, ce qu'on appelle la manchette chez nous, gros format, Yes. d'une terrasse, et on voyait en motif principal une œuvre de ménager. Donc Ouais. ces personnages faits de traits blancs, googlez, vous verrez, c'est très connu et très iconique. Et on s'est fait taper sur les doigts. Alors, il n'y avait pas de mauvaise intention de notre part. Et puis, on a régularisé la situation. On a payé les droits à Ménager qui nous disait, mais oui, vous avez fait une photo vous-même de cette œuvre, mais c'est mon œuvre. Donc, je veux des droits. Et évidemment, on avait donné suite. Mais de ce qui était faisable avec une marque comme la nôtre qui est identifiée, on peut envoyer un joli recommandé, adresser une lettre en bonne et due forme. C'est sans doute beaucoup plus compliqué dans un domaine comme celui qui nous réunit, les plateformes. Ouais, c'est d'où l'utilité de le gérer en amont, directement avec les artistes, et de prôner une transparence totale sur les droits. Et la transparence, elle est sur... tu prends ton stylo ou ton clavier et tu grattes des pages alors, c'est la partie fastidieuse, pas drôle, mais c'est... la valeur d'un NFT, pour moi, elle vient de trois... la valeur intrinsèque, je veux dire, de trois facteurs. C'est la valeur, alors bien sûr, intrinsèque de l'art, c'est-à-dire la valeur qu'on lui accorde, qui peut être fonction de la cote d'un artiste, par exemple, ou quoi. Mais la valeur d'utilité, on pourrait y revenir, mais la valeur légale, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'un acquéreur obtient, et qu'est-ce que surtout un artiste a consenti à concéder, voire à céder comme droit, dans le cadre d'un... Bon, de Between Lines, on est allé très loin parce que c'était aussi voilà, presque idéologique, mais c'est super important. Et on voit qu'il y a une vraie demande et une vraie inquiétude des artistes quand ils viennent nous voir, de dire mais concrètement, je souhaite utiliser les NFT, je ne sais pas trop quoi en faire, ou alors je sais quoi en faire, je voudrais faire ça. En revanche, comment je suis protégé sur votre plateforme? Et qu'est-ce qui ressort réellement, enfin, c'est peut-être pas le bon exemple avec Behind, mais qu'est-ce qui est du ressort de l'artiste et qu'est-ce qui est du ressort de quelqu'un d'autre quand on combine une œuvre et de l'algorithme qui va générer une part de hasard? Enfin, c'est quasi philosophique la question, mais est-ce que c'est toujours l'artiste qui est responsable? Là, c'est du cas par cas. Nous, on travaille avec des cabinets d'avocats, donc il y a des cabinets d'avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle, spécialisés dans la technologie, dans le numérique, donc on va dire très Web 2, qui ont aussi, comme les créateurs, comme les plateformes, comme les techs, opèrent aussi leur transition dans le Web 3. Il n'y a pas encore énormément, voire pas de jurisprudence sur les cas très tricky. C'est ça qui fait qu'on est à la fois dans un Far West qu'on souhaite réguler, plus tellement maintenant, parce qu'il y a les bonnes pratiques. Il y a aussi le sujet aussi de réputation. Ça devient très risqué de faire n'importe quoi pour un artiste ou pour une plateforme. Mais on est encore très early là-dessus, et c'est pour ça qu'on débroussaille le sujet cas par cas. Ça va passer par du cas par cas, consultation d'avocat. Donc nous, en tout cas, c'est une partie de notre investissement qui va là-dedans, parce qu'on pense que c'est la brique manquante du modèle, ce qui fait qu'on va favoriser l'adoption en 2023. L'adoption, pour moi, va venir du grand public. Ça veut dire les gens qui ne sont pas encore dans, entre guillemets, vous me pardonnerez le terme, mais l'entre-soi Web 3, en tout cas des gens qui ont pu faire aussi ce niveau d'abstraction de ce qu'est le Web 3. L'adoption de masse va venir de la capacité à approuver le sens de certaines connaissances. Donc, des use cases, t'en parlais. Donc, il suffit de montrer à quelqu'un concrètement ce qu'on peut faire avec des NFT. Et nous, c'est notre credo, c'est regardez, ouais, mais bon, il faudrait passer 30 minutes, 1 heure avec chacun, on n'a pas le temps. Mais surtout dire quelle est la vraie valeur d'un point de vue légal de c'est quoi un NFT. Je regarde en même temps que je t'écoute le chat et il y a déjà des questions sur des artistes de street art. Je pense qu'il faut qu'on lance le quiz, Hélène, avant que tout ne soit défloré. Et ça nous fera une petite pause parce qu'on a quand même bien parlé les uns les autres. Il est 19h32. J'ai cru voir que le Maroc s'était qualifié. On me fait un grand oui derrière. Félicitations, bravo les Marocains. Et désolé pour les Espagnols. Et désolé pour tous ceux qui ne s'intéressent pas au foot. Je crois qu'ils sont nombreux dans la communauté. Je suis désolé pour vous. Quand je vais rentrer demain, effectivement, reste en France. On pourra dormir. Voilà, on sera très bien. Et ça m'a donné un petit peu de temps. Hélène, est-ce que tu es OP? Oh, c'est parfait. Alors vous allez voir, maintenant je mets des photos et tout dans les quiz. Ça atteint un niveau. Il est temps que l'année se termine. On a une première question. Je vous l'ai mis là. Ça va pas beaucoup vous surprendre. Qui est l'auteur de cette fresque que vous voyez à l'écran? Est-ce que c'est Louis Boyard? Est-ce que c'est Pascal Boyard? Ou est-ce que c'est Fort Boyard? Voilà. Pendant que vous répondez, je pense que la réponse va être assez rapide. Quand tu t'es lancé, quand tu as lancé Street Lab, c'était quelqu'un qui avait déjà une belle visibilité. C'était un peu un pionnier, non? Ouais. Vous avez échangé? Ouais, on l'a rencontré. En fait, on a un de nos advisors qui s'appelle Benoît Couty, qui est le fondateur du MoCA, Museum of Crypto Art. Un des plus grands collectionneurs, si ce n'est d'ailleurs le plus grand collectionneur de... Très gros, je ne sais pas si c'est d'art numérique. Très très gros collectionneur Crypto Art, cofondateur de la NFT Factory à Paris, qui avait fait aussi Crypto Art Révolution l'année d'avant sur Paris aussi, qui du coup, qu'on a rencontré lors d'un événement, à qui on a expliqué le projet et qui a dit vous êtes en fait le seul projet lié au monde du Crypto Art que j'ai envie d'accompagner, parce que forcément c'est quelqu'un de très sollicité. Donc il a pris sa casquette d'advisor avec nous et il nous a fait rencontrer du monde, du beau monde, et notamment Pascal Boyard, avec qui on a échangé aussi sur une soirée, avec qui on est en contact, on est resté en contact, et ça fait partie vraiment des artistes qui sont pour nous incontournables quand on parle de street art et de NFT, et il y a plusieurs de ces projets qu'on met systématiquement en exemple quand des artistes nous demandent qu'est-ce qui existe à part des photos de singes dans les NFT. On leur dit assieds-toi, regarde ce que Pascal Boyard par exemple a fait, parmi d'autres, mais c'est là où on commence à toucher des concepts artistiques globaux qui sont vraiment intéressants. Si cette vidéo arrive jusqu'à lui, qu'il sache, on a eu des contacts avec son entourage, mais pas en direct, que
Il est le bienvenu parce qu'effectivement, il fait partie des gens qui nous ont collectivement, Romain vous dirait sans doute la même chose, inspiré quand on s'est penché sur les NFT, même avant sur le Web3. Ça m'amène à la deuxième question. Hélène, c'est parti. À quel célèbre artiste est rattaché ce personnage? Voilà, pour le plateau, assez low-tech, hein, on n'a pas de retour au plateau. Donc voilà, j'ai même pas d'impression couleur pour pas froisser Elven. Pas d'impression 3D. Et pas d'impression 3D, encore moins d'impression 3D. Pendant que vous répondez sur ce très célèbre cet artiste, moi en fait en préparant cette émission, je me posais des questions finalement candides qu'ont dû se poser notamment les galeristes quand ils ont commencé à vendre du street art en galerie. Est-ce que le street art est encore du street art quand il n'est plus dans la rue? C'est une excellente question. Nous, ce qu'on a cœur à faire, c'est à aller voir le monde du street art physique et à leur donner des clés d'expérimentation, à leur donner un terreau fertile pour créer en digital. Et parfois faire un lien avec le physique, parfois non. Et ça crée en fait des mélanges de styles, ça crée des gens qui amènent une inspiration, des techniques du street art dans le digital. Alors est-ce que c'est toujours du street art ou pas? J'ai pas la réponse. En fait, j'ai même pas envie d'essayer de l'avoir parce que ça crée quelque chose de nouveau, ça crée du street art dans le digital. Je pense pas qu'on ait trouvé le nom actuel de comment le définir. Je sais pas si ça a un intérêt de chercher à le définir aujourd'hui. Mais potentiellement, on peut se dire que c'est plus du street art, c'est quelque chose de nouveau. Je vois qu'il y a des bonnes réponses. Effectivement, il y avait un petit indice avec les rues qui sont un élément constitutif du jeu qui figure dans son nom. Voilà. On vous laisse, pour ceux qui n'ont pas trouvé 2 minutes pour les mettre. On pourrait imaginer, tu parlais tout à l'heure, j'ai peut-être bugué, mais tu parlais de métavers. On pourrait imaginer, dépendant par exemple du street art dans le métavers. En fait, il y a sans doute des murs à aller décorer là-bas. Exactement. Il y a une de nos volontés, et t'en parlais aussi tout à l'heure, du côté usage réalisé, en fait, au-delà du côté légal, à quoi ça sert, comment en fait, profiter, comment utiliser les œuvres d'art numérique qu'on possède, qu'on collectionne. Et il y a des projets comme OnCyber, par exemple, qui font des galeries digitales qui sont de plus en plus immersives, de plus en plus faciles à utiliser, à paramétrer, où en fait quand on projette un artiste à l'intérieur de ça, parce que la première étape c'est d'aller le faire scroller sur des plateformes, SuperArt, Foundation, OpenSea, on voit des choses en 2D, une fois qu'on, même sans mettre le casque de réalité virtuelle, une fois qu'on le projette sur une galerie OnCyber dans laquelle il peut se balader, regarder des murs sur lesquels sont accrochées des œuvres, qui peuvent être en 3D, qui peuvent être des vidéos, tout type de format. En fait, là, il y a un côté expérience de l'art digital qui commence à être augmenté et qui commence à faire réaliser à quel point ça peut être quelque chose qui est au-delà de juste un produit de spéculation. Et tu touches quelque chose d'essentiel, c'est l'aspect complémentaire. C'est vrai qu'il y a presque une opposition sémantique entre l'art physique, l'art digital. Ouais, je suis d'accord. Moi, personnellement, je me suis mis de la crème sur la ça me fait pousser des boutons d'entendre ça, parce que, en fait, ça peut être les deux. Ça peut être un choix, ça peut être l'un ou l'autre. Et parfois, ça peut être une union, c'est-à-dire une complémentarité. Et en fait, dans l'expérience, nous, c'est quelque chose qu'on a commencé à défricher et sur lequel on va être amené à se développer, créer des expositions, bien sûr. On a une galerie physique, mais avant, on teste des expositions, des événements qui peuvent rassembler. Il y a l'aspect social aussi, rassembler en un clic depuis un écran ou pour les chanceux avec des lunettes, des gens dans un espace certes virtuel, mais où il y a des choses qui se passent. Donc on peut faire des présentations de projets, organiser une exposition presque physiquement dans les murs d'une galerie virtuelle. On l'a fait nous sur Exclusible dans un penthouse virtuel. Ah oui. Avec Between Lines, mais également Cassignol. On a mis du Will of Love, on a mis pas mal de... Ah oui, que tu avais reçu. Ouais. Salut Alexis, qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça. On avait mis pas mal de choses parce qu'on peut créer des vraies expériences. Et on voit que si on prend un peu de recul sur l'art, les entreprises, nous on est pas mal en contact avec des entreprises, notamment très créa, qui font du papier peint, qui veulent explorer, qui font de la porcelaine, qui font qui proposent des produits de biens de consommation communs, mais avec une couche artiste, donc qui font de la curation d'artistes, qui utilisent l'art comme un ingrédient dans la chaîne de valeur. Eh bien, en termes d'expérience, avoir des galeries ou des shops virtuels, on parle de galeries, mais ça peut être des environnements tout simplement virtuels, d'un point de vue client, faire tester
à des clients dans un environnement virtuel, une mise en immersion totale, c'est créateur de valeur et c'est un segment d'ailleurs où les entreprises vont de plus en plus. Bon, sans transition, comme on dit parfois dans ce métier, presque sans transition. Troisième et dernière question, parce que j'ai peur qu'Hélène oublie les gagnants des deux premières. Je vous rappelle qu'il y a... Non, je ne vous le rappelle pas, je ne vous ai même pas dit ce qu'il y avait à gagner et je ne sais même pas ce qu'il y a à gagner. Il faudra demander à Romain, on lui demandera, mais ça doit être un NFT. Ça doit être des NFT uncut, je pense. Oui, voilà, vous pouvez vous moquer, effectivement. Ce n'est pas très bien préparé, cette partie-là, mais j'ai fait des jolies questions. Ça doit être des NFT uncut, vous avez l'habitude, et je me suis auto-tué. Et je vous propose donc de répondre à la dernière slide, dernière question. Est-ce que tu l'as envoyé, Hélène? Quel artiste a réalisé la une du numéro 2 de 20 Minutes? Ah, tu la vois là, vous pouvez la voir. Est-ce que c'est Benoît Hamon? Est-ce que c'est Org Hammond? Ou est-ce que c'est John Hammond? Voilà, je pense que vous avez la réponse, puisqu'on a quand même passé pas mal de temps les uns les autres à travailler sur cette une. J'en profite pour saluer Bitload, il était là tout à l'heure, qui nous a mis en relation avec l'homme dont le nom est la réponse à cette question numéro 3. Une des questions qu'on s'est posées quand on a bossé avec monsieur, c'est qu'est-ce que le rapport à l'éphémère quand on fait un journal comme ça qui, le temps d'une matinée, est diffusé dans l'ensemble des grandes villes. Ouais. Il y avait ce côté assez proche du street art originel, de faire un coup et puis ça disparaît. On espère que ça disparaît proprement d'ailleurs. Hein. On s'engage le plus souvent possible à aller ramasser les exemplaires qui traînent, etc. Pour le street art, ça a été constitutif, on l'a longtemps pensé, de ce qu'était ce type d'art, un art éphémère qui disparaît au gré des œuvres successives ou du nettoyage un peu hardcore de certaines municipalités. De la même manière, j'imagine, quand tu discutes avec des street artistes de ce qu'ils vont faire en NFT, doit se poser la question de la pérennité, de la réputée éternité de la blockchain. C'est quelque chose qui les intéresse? Ouais, c'est quelque chose qui crée une espèce de dualité dans leur esprit, qui est en fait avoir accès à un médium éternel par rapport à une façon de faire qui est dans l'éphémère, comme tu viens de le rappeler. Hein. Un graphe, une peinture en extérieur, elle est soit recouverte, elle peut être censurée, elle peut être juste modifiée par le temps, dégradée. Et là, on propose de les faire travailler sur un médium qui est immuable et qui est voué à rester figé. Alors après, on sait qu'il y a des choses possibles dans le milieu des NFT où on prévoit des mutations, où on peut créer des mouvements dans l'œuvre. Donc c'est pas complètement figé à 100%, mais il y a cette dualité que tu viens de décrire qui existe et qui, du coup, là aussi crée, génère un processus créatif, une façon de penser l'art qui est différente et qui crée, en fait, nous, encore une fois, on est juste là pour mettre à disposition des outils, faire réfléchir, essayer d'inspirer, montrer ce qui existe, expliquer qu'il y a une toute petite partie des choses qui ont été faites et un terrain immense à explorer, et après voir ce qui se passe. Et mettre ça en face de collectionneurs qui ont envie de regarder ce qui peut se produire quand on met des artistes, quand on met dans la main de certains artistes des outils digitaux et des concepts digitaux qui étaient inexistants avant. Et donc je reviens sur ta question d'avant. Ce qu'on fait, c'est peut-être pas du street art. C'est peut-être quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui, quand tu fais travailler un street artiste avec des outils de la blockchain, tu crées quelque chose qui n'a jamais existé avant. Et c'est là où on trouve qu'il y a un projet qui est intéressant. Une notion fondamentale dans l'art contemporain, si on qualifie ça d'art contemporain, c'est le cheminement. Et exactement. Quand tu parles de est-ce que c'est du street art ou pas et que tu t'en fous, j'ai envie de dire on s'en fout tous, dans le sens où ce qui compte, c'est que le street art était le vecteur de ce que vous proposez en mettant à disposition des médiums digitaux, en tout cas des formats, c'est de la contrainte ou pas d'ailleurs, pour les nouveaux artistes qui peuvent être issus, j'imagine, du terreau street artist, mais nouveaux, qui embrassent un peu de manière, on va dire, évolutive, le courant du street art. Exactement. Puis ça crée des œuvres, tu parlais tout à l'heure, je crois, de Vils, ouais. Ça crée des œuvres qui sont
complètement novatrice par rapport à ce qu'on pouvait voir, à part peut-être dans certaines installations un peu perchées. Mais moi, j'ai souvenir de sa vidéo de captation d'une destruction d'immeubles, d'ultra éphémère, mais c'est une œuvre incroyable qu'on pouvait regarder. Et je crois qu'il l'avait basculé en NFT. Oui, tout à fait, en plusieurs éditions. Et là, il venait nous poser la question, surtout que c'était quelque chose qui a été fait, je crois, début 2021, assez tôt, et qui fait se poser cette question de cette dualité éphémère-éternelle en détruisant et en filmant la destruction d'un bâtiment que tu viens de cette vidéo encryptée dans une blockchain à jamais. Et c'est là où, effectivement, ce cheminement, ce questionnement presque philosophique, en fait, fait partie de l'œuvre. On se pose pas mal de questions, nous aussi, avec vous, sur le Discord. Peut-être pas encore sur le Discord, on en a parlé en conf de rédac, mais autour du rapport à l'éternité, ou en tout cas à la durée et à l'information, parce que c'est aussi, c'est plus prosaïque, mais c'est aussi quelque chose d'important. Une information peut être vraie à un instant T et ne plus l'être après. Qu'est-ce qui doit être conservé de manière durable? Qu'est-ce qui doit être modifiable? Tu l'as très légèrement évoqué tout à l'heure, mais peut-être que toi aussi tu t'en es emparé. La question de l'évolutivité de l'œuvre dans le temps, de NFT qui se modifierait, c'est quelque chose auquel vous songez quand vous conseillez des artistes? Nous, on songe à tout ce qui est possible de faire. On songe à utiliser au service d'un cas d'usage précis, amené par l'artiste ou en tout cas voulu par l'artiste, on songe à utiliser tout médium. Encore une fois, nous, c'est la technologie au sens large. On a les ressources en interne et les compétences, et si on les a pas en interne, on sait où les trouver, pour justement construire à l'aide des outils. Alors typiquement, tu parlais d'outils tout à l'heure, Sébastien. Typiquement, maintenant, on peut faire des NFT dynamiques, on peut faire des NFT évolutifs, interactifs aussi. C'est des outils de création. Et à partir de là, tout est autorisé. À partir du moment où ça a un sens, c'est que c'est la volonté d'un artiste. Nous, on est vraiment drivé au cas par cas, donc on a notre champ d'expertise pour l'instant, comme c'est aussi la première année où on vient nous voir, enfin dans l'écosystème NFT, où on vient nous voir justement pour notre expertise précise, mais on est en train de déblayer des cas justement où on s'autorise tout, bien entendu. Et ça, c'est l'évolutivité d'un NFT / d'une œuvre. Ce que je trouve très intéressant dans le Web3 et dans ce qu'on peut faire maintenant au-delà de l'œuvre, c'est une œuvre d'art où une création n'est plus spécifiquement transactionnelle, du sens où j'ai une œuvre, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est magnifique, elle me témoigne quelque chose, je l'achète et je l'expérimente en la mettant chez moi. C'est la notion d'évolutivité dans les projets. Et c'est ça qui se construit, qui peut se construire avec une communauté en partant de zéro. Avec une simple idée. Tu me disais tout à l'heure, en off, Sébastien, je spoil un peu, que tu accompagnes les artistes à certains niveaux de maturité, ils viennent te voir, mais ça peut être à la phase d'idéation. Ça peut partir de zéro, c'est ça la bonne nouvelle avec le Web3, que ce soit sur l'aspect vraiment purement des entreprises qui utilisent le Web3 comme vecteur, ou la création, c'est qu'avec une belle idée, t'embarques une communauté si t'es pas trop mauvais en Twitter et en Discord. Ouais, ils savent ça sur ils le savent bien. Le chat. Ils font en ce moment vivre deux communautés dans une autre forme d'art qu'est la littérature, que ce soit avec Tales from the Wild ou avec le projet des Amazonies spatiales, je crois. C'est la communauté qui est en train de créer from scratch une œuvre. Ouais. Et moi, je les regarde avec beaucoup d'admiration, je les vois bosser là-dessus. Et parce que l'évolutivité fait partie de l'expérience et en fait de l'œuvre, mais au sens, pas l'œuvre artistique, mais l'œuvre d'un point de vue ouvrage, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que la partie expérientielle, elle est drivée aussi sur une durée, sur une notion de temporalité. On part de 0 et on arrive à 100. Parfois, on peut partir de 0 en voulant arriver à 100, on arrive à 200 ou à 50, ou à quelque chose d'autre, dans une autre dimension. Betweenland, c'est un bel exemple. Le modèle a été remodelé justement avec le NFT. C'est un projet qui a 3 ans, donc le NFT... Je suis rentré dans le NFT en fait par le cas d'usage Betweenland, typiquement, parce j'en avais entendu parler par ailleurs, mais le NFT nous est venu comme une solution à un problème qui était, ok, comment diffuser, comment échanger, vendre des secondes ou des images, et comment embarquer une communauté autour d'une œuvre qui est quand même assez ample. Donc, typiquement, on utilise ça. Et donc l'évolutivité est super importante et elle peut être autofinancée par un projet
par un drop initial d'une production digitale, par exemple, et être utilisée. Et elle ira aussi loin que la communauté, entre guillemets, suivra le projet en achetant des NFT pour une promesse qu'il porte, mais également une démonstration, ou une partie de la démonstration qui prouve déjà à date du drop, c'est ça qui est important, pour aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on navigue, qu'on rajoute des features dans un projet, qu'on fait développer un site internet, l'expérience web, l'expérience 3D, ça peut être du métavers, ça peut être une expérience aussi muséale, environnement virtuel, ça peut être plein de trucs. Et c'est ça l'évolutivité aussi du projet, faire des événements, etc. Et le tout fait l'œuvre. C'est ce qui est nouveau. Bon, et ben nous, on n'ira pas plus loin, malheureusement, parce que l'heure tourne et qu'on va nous enfermer. Vous étiez là, vous avez pu entendre à l'accueil la menace à 20h, on ne pourra pas sortir de cet établissement, la cloche, on est coincé. Donc c'est le moment à la fois pour vous remercier, mais avant ça, je voudrais quand même juste donner un petit rendez-vous à chacun. Prochain drop sur Street Lab. Le prochain drop, ça va être un free mint qui sera réservé à aux holders de la Genesis. Genesis, ok. Nous, on a mis ça en place. Il faut être holder de la Genesis et staker cette Genesis. En 2 clics sur le site streetlab.io, c'est fait. Ce qui fait cumuler ce qu'on appelle des staking points, tout bêtement. Et du coup, ça fait cumuler des sortes de points de collectionneur. Et ces points de collectionneur vont donner accès à un free mint qu'on fait avec un crypto artiste qui s'appelle Nifty Jutsu, qui lui est sur un style, il n'est pas du tout street artist, il évolue dans un style glitch, ça clignote très vite, c'est du format GIF, et il fait une ode à l'entrée du street art dans le milieu des NFT. Donc il nous fait une collection dont la supply n'est pas révélée encore, avec plein de références au milieu du street art et au milieu du crypto art, et ça va faire une collection assez intéressante qui va être gratuite pour les holders de la Genesis. C'est génial. Et si on achète en ce moment, c'est mon moment téléachat, mais si on achète en ce moment sur le marché secondaire une Genesis, on aura le temps de la staker et d'avoir. Exactement, ouais. Ça se stake instantanément en allant sur streetlab.io. Allez, cadeau Noël. Et c'est parti. Parfait. Et chez vous, prochaine étape, il y a des drops épisodiques sur le projet. Between Lands qui va être de toute façon évolutif. Et va évoluer aussi dans le temps, c'est ça qui est intéressant. Et si on voulait parler d'un point de vue plateforme, je relèverai le mint en cours depuis le 1er décembre, un calendrier de l'Avent. Oh. Un projet, pareil, nouveau cas d'usage, mixé art visuel et musical. Donc on a une association assez incroyable d'artistes, Alexis Olin, qui est un artiste ukrainien, dessinateur peintre, qui nous a fait une espèce de fresque à la Jugement Dernier, mais version Nephel's Dream, donc un conte visuel dans son univers comics fantastique, un grand dessin qui retrace 25 chapitres, qui chacun est associé à une musique créée et produite par le groupe DOP, donc c'est un groupe assez emblématique de la scène française électro. Donc un groupe de musique avec un artiste visuel, ça donne un projet, un conte par l'image et le son qui raconte l'histoire d'un personnage, Nephel, 25 jours. Je vous en dis pas plus. C'est génial. Et donc, du coup, les memberships ont été mintés, sont mintés du 1er, sont donc achetables sur la plateforme du 1er au 25 décembre. Le Nephel's Dream Art va consister en 3 séries évolutives du dessin, qui est toujours en cours de finalisation. Donc, les séries vont retracer le processus créatif. On trouve toujours cette notion d'être transparent sur le processus créatif et l'expérience physique. Ça sera une tournée d'événements. Donc, exposition avec live painting d'Alexis Olin, live musique du groupe DOP qui jouera et performera les musiques de l'album du projet, et vente d'art en private sale, en avant-première de chaque nouveau drop. Une date à Paris en février coming, et l'événement d'inauguration pour les Barcelonais, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, le 16 décembre à Les Araus, à Barcelone. Alors là, super, ça donne envie. Ça donne envie et c'est en ce moment. Donc, merci à vous deux. Merci de vous être déplacés, de nous avoir expliqué tout ça, d'avoir discuté entre vous. C'est chouette. Merci aussi à toute la communauté. Vous étiez nombreux, ça je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais actifs, ça j'en témoigne. Je n'ai pas pu tout lire. Je me ferai un rattrapage. Merci aussi Hélène. Grosse pensée pour toi. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et puis bravo pour la réalisation. On raffine
un peu le processus depuis quelques temps. Alors là, maintenant, il y a des vidéos. La prochaine fois, je pense qu'il y aura des hologrammes. Enfin, on te réserve plein de surprises. Et puis, on vous donne rendez-vous évidemment un mardi prochain. Ceux qui sont détenteurs de machines, sachez qu'il y a en ce moment un cahier de machines à écrire, hein, nos machines à écrire. Il y a en ce moment un cahier de l'Avent organisé un calendrier de l'Avent, pardon, organisé par Gauthier, excusez-moi, je fatigue, par Gauthier, en ce moment même sur le Discord avec un cahier de jeu. Donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis si vous n'avez pas de machine, sachez qu'il y en a quelques-unes sur OpenSea à revendre à un prix correct. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un emballement à un moment, les machines sont reparties, il y a quelqu'un qui voulait en acheter beaucoup, mais il en reste. Donc venez nous rejoindre, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles têtes avec nous sur ce Discord. Et puis pour ceux qui sont là depuis longtemps, restez, ne vendez pas vos machines, on a besoin de vous. Il y a un nouveau numéro qui arrivera sans doute pour mars, en tout cas je me bats pour ça. Et puis d'ici là, on aura plein de petites aventures, des tapés à la machine, des 20 minutes au carré, des confs de rédac, des trucs, enfin bref. Les invités ont-ils une machine? Bruno, je crois que non, malheureusement. Je dirais pour 20 minutes au carré, je l'ose. Une calculette, on a. Vous avez une calculette, ils ont une calculette. Alors, on avait dit les invités doivent posséder une machine, mais oui, mais ceux qui ont des machines ne veulent pas venir nous voir. Donc, soit je force les gens à en acheter. On va réparer ça vite. Voilà. Et en tout cas, merci à vous d'être ici. Allez, on rend l'antenne. 19h56. Il faut se dépêcher, on va être coincé en bas. À bientôt. Merci. Au revoir.